Michel Dufour, donc en fait, je sais que vous vous connaissez tous là. Donc c'était assez drôle de voir que finalement, dans les mêmes journées, là, c'est un temps où il y a vraiment le Canada et voilà, les États-Unis sont avec nous. Un grand merci d'être là, merci pour votre temps, merci pour tous les échanges. On a commencé avec Paul et Michel à avoir des beaux échanges sur le ministère et sur voilà, certaines parties du ministère. Et en fait, les connexions ont fait que de fil en aiguille, on a pu connecter avec nos amis, avec Michel et Paul. Et puis, on a vraiment pu avoir tout un parcours. Et puis, dans la discussion, ils ont vraiment voulu nous bénir. Les APDC, c'est les Assemblées de Dieu du Canada. Ils ont eu aussi certaines périodes un peu. Il y a des belles périodes. C'est un peu, je veux dire, la vie des églises comme des fédérations, c'est un peu comme les marées. Un jour, on est marée haute et puis vraiment, on est heureux. Il y a vraiment des choses qui sont belles et puis on avance. Et puis quelquefois, on est marée basse. Puis là, on voit ce qui est en dessous, ce qui peut blesser, ce qui fait mal. On voit des choses qui sont différentes. Et voilà, dans les églises, on a eu marée haute et puis marée basse. Et puis leur expérience a fait qu'ils ont développé des compétences d'accompagnement dans les ministères et qu'ils ont vraiment revisité leur travail. Et au travers de ça, on a pu lancer avec Yann tout un programme qui nous tenait à cœur, qui était un programme sur l'accompagnement des ministères, on va prendre des mots peut-être plus anglophones, coaching, un petit peu d'accompagnement, mentorat. Et voilà, en tout cas, le fait de prendre soin des hommes, des familles, des couples, des ministères. Et pour nous, ça a été vraiment un grand bénéfice. On a pu déjà faire plusieurs sessions de formation avec ça. Et c'est vrai que Michel et Paul, avec tous les coachs là, des APDC, ils ont non seulement ils nous ont accueillis, ils nous ont fait du bien, ils ont ouvert leurs compétences, ils ont partagé avec nous leur parcours, leur historique. Et puis il y a vraiment eu c'est des frangins. Moi, j'ai été en particulier avec Pierre Bergeron, mais vraiment, ça a été vraiment hyper intéressant, hyper fort les partages. Partage de compétences, partage de pratiques, regard les uns sur les autres, la prière qui était là. Enfin bref, il y avait tout un parcours. Et il nous a paru que c'était important pour nous aujourd'hui d'aller dans cette démarche aussi, la bonne santé des ministères, la bonne santé aussi de nos services, la bonne santé des hommes, simplement, ça passe aussi par des choses. Et on a vraiment voulu inviter nos frères pour aussi, dans ce qu'ils vivent, parce qu'il y a, alors vous me corrigerez, mais il y a une centaine d'églises. Et voilà, comment ils ont fait, comment ça a été organisé, comment les choses se sont passées. Donc je vais pas être plus long, je vais leur laisser ouvrir leur micro pour Michel et Paul. Et puis voilà, on va vous laisser la place. On a du temps cet après-midi, donc on est aujourd'hui avec Michel et Paul. Et demain, ils reviennent encore pour une autre session avec eux, donc ça clôturera nos 3 jours. Donc cet après-midi, on a 2 heures. Et puis demain après-midi, on aura 2 heures. Donc dire juste à Michel et Paul, ici vous avez un parterre de pasteurs, de responsables d'église, il y a différentes fonctions. Il y a des présidents de région, il y a des secrétaires de région, il y a des pasteurs d'église, il y a des épouses, il y a des gens qui sont engagés dans l'église avec des référents, des responsables, des gens qui vraiment ont à cœur la santé des églises. Et voilà, il y a que des gens, je vous dis, là, vous avez vraiment un parterre avec un bel auditoire, avec des beaux ministères et avec des cœurs super, avec des chouettes frères et sœurs. Donc voilà, on est avec vous. Voilà, bénissez-nous, faites-nous du bien. On aura un temps de questions-réponses pour tous ceux qui sont interpellés par le travail. Nous, on est là pour Michel et Paul, il y a Bruno, il y a moi, il y a Yann. Vous avez la possibilité de converser avec nous, avec Fanja. Mais voilà, pour tous les participants, je vous rappelle le petit bouton en bas de discuter, une question particulière, vous notez les choses, puis nous, on reviendra dessus avec Michel et Paul. Comme ça, ils pourront rebondir aussi sur les choses que vous pourrez apporter. Et dans la conduite de l'après-midi, on a du temps, les frères. Paul et Michel, vous avez du temps. On a 2 heures cet après-midi ensemble. On voudra garder du temps pour prier aussi, pour avoir un temps de questions-réponses et tout ça. Mais vous avez le temps de faire des allers-retours, si vous voulez faire une pause, etc. Le format, il n'est pas figé. On est ensemble et on veut vraiment recevoir le meilleur, vivre le meilleur avec vous et puis voilà, travailler pour le royaume. Donc, bienvenue. Et donc, je ne ferai pas de traduction, même si ce matin j'ai traduit un peu, je ne ferai pas la traduction là, sauf s'il y a quelques mots étranges qui sortent, où là on fera une traduction, mais sinon, je pense qu'on se passera de traduction. Merci, Patrick. Ouais, je vais t'encourager pour faire Faut mettre les micros là. là. Ah oui, peut-être que c'est moi.
Excusez-moi, c'est moi qui n'ai pas mis le son, là, du coup. J'ai dit, ouais, merci Patrick. Je vais faire attention pour ne pas faire trop de traduction, là. Merci Patrick. Blague à part. Content d'être avec vous ce matin. Pour nous, c'est vraiment un privilège. Au-delà même de partager ce qu'on veut partager avec vous, c'est surtout l'importance d'être des frères et des sœurs dans le Seigneur. Et ça, c'est une grande bénédiction. Très heureux de voir l'ensemble des ouvriers qui sont présents sur ce Zoom aujourd'hui. Donc, mon nom est Michel Bisaillon. Je suis surintendant du district du Québec depuis 2009. Et je vous présente Paul Tétrault. Paul, tu veux-tu dire quelques mots avant que je commence avec peut-être l'historique un petit peu, l'arrière-plan de notre cheminement? Oui, eh bien, oui, je suis l'adjoint de Michel et j'ai une position à temps plein avec le district et je suis avec le district depuis l'an 2000. On a à peu près 115 églises dans notre district et le district du Québec est né en l'an 2000. Il a été mis au monde par le district de l'Est Ontario et du Québec en l'an 2000. Et juste pour donner un peu l'historique, la structure qu'on avait lorsqu'on a commencé le district du Québec, c'était une structure qui était, on pourrait dire, administrative. Donc, le lien avec nos églises, l'Église était vraiment la priorité, la santé de l'Église. L'ouvrier était comme en deuxième. C'était notre façon de faire, peut-être sans s'en rendre compte. Et puis, on a eu une crise en 2005 où est-ce qu'on a perdu quelques ministères importants dans notre district. Et à ce moment-là, on a fait un sondage auprès de tous nos ouvriers. Puis ce sondage-là a été vraiment un point très, très important dans tout l'accompagnement de ce qu'on a fait par la suite, parce qu'on a vraiment on a posé les bonnes questions aux ouvriers et le dénominateur commun des réponses de tous nos ouvriers, qui soient en région, en milieu urbain, peu importe la culture francophone, anglophone, multiculturelle, la découverte et le constat a été que les ouvriers se sentaient seuls, se sentaient pas soutenus par le district. Certains se sentaient soutenus, d'autres moins, mais en général, le sentiment, c'est qu'ils ne se sentaient pas assez soutenus par le district. Donc, suite à ça, on a eu un conseiller, un consultant, dans la personne de John Kaplan, qui est venu nous accompagner. On a pris les résultats du sondage et avec les résultats du sondage, on a commencé à établir des nouvelles valeurs et qu'est-ce qu'on voulait avoir. Si on se projetait dans le futur, qu'est-ce que le district du Québec sera dans le futur? Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a fait un gros changement dans la direction du district. À partir de ce sondage-là, la volonté de l'équipe dirigeante de l'époque de dire, OK, on va aller dans une nouvelle direction. Puis la première chose que je vais partager, là, qui est principale, après ça, je vais laisser Michel prendre la relève. Le premier gros changement qu'on a fait, c'est qu'à l'époque, les dirigeants du district qui étaient élus par les pasteurs, c'était une équipe d'à peu près 15 personnes qui faisait tout. Alors, tu étais représentant régional, tu étais le visionnaire, le pasteur. En une personne, chaque personne sur l'équipe dirigeante faisait beaucoup de choses, avait beaucoup de chapeaux. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a divisé cette équipe dirigeante-là en deux groupes. Un qui était purement pastoral, qu'on a appelé le collège pastoral. Donc, le Québec a été divisé en 11 régions et chaque région, le pasteur sectoriel élu par ses confrères était vraiment seulement pour s'occuper de l'aspect pastoral des ouvriers. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé la priorité de dire comment va l'Église en premier à comment vas-tu toi comme ouvrier en premier. Donc, la santé de l'ouvrier est venue revenir en priorité par-dessus la santé de l'Église. Ça ne paraissait pas, là, mais pour nous, ça a été un gros changement et ça a été un changement important dans la mentalité de dire, au lieu de dire comment ça va ton Église, comment ça va toi? Alors ça, c'était le plus gros changement. Et dans la structure, pour aller dans une structure administrative et faire la transition vers une structure plus relationnelle, tout en ayant une bonne administration, mais vraiment passer d'une structure administrative à relationnelle, on a dit l'ouvrier est en premier. Donc, le collège pastoral, les pasteurs sectoriels vont s'occuper de l'ouvrier en premier. Être sûr que personne ne se sente seul, c'était la fonction du pasteur sectoriel. Et l'équipe dirigeante élue par l'ensemble des ouvriers aurait une vision, aurait une fonction
visionnaire pour le futur du district et l'administration du district. Donc, on a séparé les qualités, les dons des ouvriers. Ceux qui étaient vraiment pastoraux sont juste occupés là-dessus, et ceux qui étaient visionnaires étaient dans l'équipe dirigeante. Et c'est comme ça qu'on a parti le changement au niveau du district. Et ce que toute la structure que je viens de partager, c'est bien beau, là, mais ce qui a fait le changement vraiment, c'était l'établissement de nos nouvelles valeurs. Donc, je vais laisser Michel partir de là et pour nous partager à ce niveau-là. Merci. Merci, Paul. Juste peut-être pour compléter, pour vous aider à comprendre la façon dont on est structuré. Les Assemblées de Pentecôte du Canada, c'est comme les ADD. Pourquoi on s'appelle les Assemblées de Pentecôte du Canada? Je pense que le Canada voulait juste être différent au niveau de la terminologie du reste du monde. Donc, mais c'est bien les ADD du Canada, faites-vous-en pas. Notre terminologie, elle est différente. Donc, au niveau canadien, il y a 8 districts, comme le district du Québec en étant un. Il y a 7 autres districts qui définissent l'ensemble des Assemblées de Pentecôte du Canada. À 1200 églises. Au Québec, on est 110 églises. Donc, le Québec étant un endroit où l'Évangile comment je peux dire ça? Il y a beaucoup de travail à faire avec l'Évangile au Québec. Moins de 1% des gens fréquentent l'Église évangélique. Donc, c'est un grand défi avec notre province. Comme Paul l'a mentionné, depuis 2000, donc le district du Québec est né. Avant cela, c'était l'Est de l'Ontario et du Québec. Donc, on avait toujours l'aide de l'Ontario pour aider le Québec. Depuis 2000, le district s'est formé. Et dans la suite, comme Paul l'a mentionné, à cause d'une crise, là, on a dû vraiment réadresser certaines choses. Et je veux souligner ce volet-là parce que c'est très important. Les ouvriers étaient équipés pour faire le ministère au niveau théologique. Mais lorsqu'ils étaient dans leur région, que ce soit rural ou même dans les grands centres, le dénominateur commun, c'est que les ouvriers se sentaient seuls. Et on réalisait aussi que peut-être le défi d'un pasteur, c'est que le pasteur est toujours en mode solution. Il donne des solutions. Il accompagne les gens face à leur crise, face à leurs solutions. Et le défi étant qu'avec le temps, à un moment donné, on ne réalise pas que nous-mêmes, on a des propres défis. Nous-mêmes, on a des choses que nous vivons. Et la question, c'est vers qui va-t-on pour soutenir la personne que nous sommes, les situations de couple que nous vivons, les situations familiales que nous vivons, les situations ministérielles que nous vivons. Donc, on s'est aperçu que face au ministère, les pasteurs étaient relativement ouverts, mais face à leur vie personnelle, les pasteurs avaient comme, je ne sais pas si c'est comment dire cela, mais c'est comme si les pasteurs devaient avoir toutes les réponses à tous les problèmes pour les autres. Donc, eux ne devaient certainement pas parler de leurs propres problèmes. Ce n'était pas bien vu. Ce n'était pas bien vu par rapport à leur image, etc. Donc, en même temps, on a réalisé qu'il y avait des ouvriers qui vivaient des choses intenses à l'intérieur sans qu'ils puissent avoir en parler avec des gens. Et de là, après un sondage à travers tout l'ensemble du district du Québec, avec plusieurs questions, on est arrivé à se dire, avant même de mettre de l'avant des programmes, des projets, il faudrait commencer par se connaître, commencer par connaître qui nous sommes, commencer par savoir quelles sont nos valeurs. Oui, on est des croyants. Oui, nous avons les valeurs chrétiennes, mais qui sommes-nous particulièrement, le district du Québec, dans l'ensemble du monde évangélique au Québec? Nous croyons que chaque Église a une personnalité différente, bien qu'elle porte le même message. Et de la même manière, le district, lui, ressemble à quoi par rapport au monde évangélique dans la province de Québec? Et à partir de ce moment-là, on a défini 7 valeurs. Et je vais vous dire, c'est un travail qui était exhaustif à l'époque, qui n'est pas dans mes, comment je peux dire ça? Ce n'est pas les choses que j'aime le plus faire. Mais en même temps, ça a été pour nous tellement important de se définir et je dirais, on met beaucoup d'emphase, en tout cas, je vais parler pour le Québec, on mettait beaucoup d'emphase sur la vision annuellement, etc. L'emphase sur la vision sans considérer ce que nous étions. Et on s'est dit, peut-être qu'il y a des choses qu'il faut refaire parce que, évidemment, les messages américains, les messages des grandes églises américaines nous lançaient toujours l'importance de la vision. Sans vision, on ne peut pas aller dans une direction.
Mais nous, on a réfléchi à dire, avant de lancer une vision, il faut savoir qui nous sommes, quels sont les dons que nous avons, qu'est-ce que nous portons. Et à partir de cela, nous avons défini 7 différentes valeurs. Aujourd'hui, tout ce que nous faisons au niveau du district, lorsque nous sommes avec, comme Paul l'a bien expliqué, que ce soit avec le collège pastoral même, avec les 11 secteurs dans la province de Québec, ou encore avec l'équipe dirigeante, les 9 personnes qui siègent sur l'équipe dirigeante, où on parle plus de l'aspect visionnaire, la vision naît de qui nous sommes, naît de ce que nous sommes et de vers où nous voulons nous perfectionner. Donc, de cela est née cette valeur. Et les 7 valeurs, il n'y a pas une priorité par rapport aux 7 valeurs. Ça va dépendre de la saison, ça va dépendre de où nous sommes. Évidemment, on a frappé, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais on a mis l'emphase ou on a focalisé sur certaines valeurs au début parce que nous réalisions que nous étions faibles ou que nous étions, comment je peux dire ça, que nous avions à maturer ou à avancer dans ces valeurs-là. Donc, je vais les lire rapidement. Chacune de ces valeurs-là ont leur définition, mais les 7 valeurs, comme je dis, ne sont pas en ordre nécessairement, mais elles sont touchées dans tout ce que nous faisons, que ce soit les ministères, les programmes, les conférences, etc., etc. La première valeur était des relations authentiques et intentionnelles. Pour nous, comment on va arriver comme pasteur, comme leader spirituel, à avoir des relations authentiques? Et je sais que ça semble naturel. Ben oui, on est des pasteurs, donc entre nous, on a des relations authentiques. La réalité, c'est qu'on a une image qu'on projette et comment je peux dire ça? On a des relations à partir de l'image qu'on veut projeter et non pas à partir des relations authentiques. Donc, nous, on s'est dit, il va falloir qu'on fasse quelque chose, il va falloir qu'on travaille sur cette dimension d'avoir de réelles relations. La deuxième valeur, un leadership inspirant et qui émane du Saint-Esprit. La troisième valeur, c'était des églises saines. Quatrième valeur, des leaders en santé. La cinquième valeur, un ministère efficace. Sixième valeur, une relation passionnée avec Dieu. Et septième valeur, un engagement dans les missions. Donc, ces 7 valeurs-là, elles ont tous une définition. Je ne veux pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Je ne pense pas que c'est nécessaire pour nous dans notre rencontre. Mais pour nous, ça nous a aidé de savoir c'est quoi le cœur de ce que nous sommes, c'est quoi les valeurs que nous portons, afin maintenant d'avoir une vision qui est claire pour le futur du district. Donc, à partir de 2000, le district est né. Il est né de façon assez chaotique, je vais être honnête avec vous. Transféré d'un district anglophone d'une autre province, qui est une province limitrophe au Québec, là. Et c'est juste à côté de nous, l'Ontario, mais majoritairement anglophone, à une réalité francophone, mais au-delà de la réalité de la langue, il y avait la culture. Si vous visitez le Canada, quand vous pensez au Canada, si vous pensez au Québec en termes du Canada, je vous dis, vous vous plantez. Pourquoi? Le Québec est une entité en soi. Ce que je veux dire par là, c'est que la province du Québec, tous les anglophones canadiens ne peuvent pas vivre au Québec. Ça vous donne un peu l'idée de c'est quoi. On a des défis parfois lorsque des pasteurs, lorsque nos églises anglophones cherchent un pasteur anglophone, le défi étant que si un pasteur vient d'une province, d'une autre province canadienne, parfois l'adaptation à la province ne se fait pas bien. Donc, ça vous donne un peu, comment je peux dire ça, un portrait du Québec. Le Québec étant, évidemment, on est cousins, donc on a certaines affinités ensemble avec la France, mais on est différents comme province. Donc, lorsqu'on a débuté cette entité-là qui était le district du Québec, évidemment, ça a pris 4-5 années, je dirais, avant d'être capable de mettre sur pied de façon efficace le district du Québec. Par la suite, bon, il est arrivé une crise et par la suite, c'est là qu'on a commencé à réaliser que nous avions besoin de rentrer dans ces 7 valeurs-là. À partir de ces valeurs-là, on est devenu intentionnel avec certaines de ces valeurs-là. Donc, les premiers aspects qu'on a voulu toucher, c'était des relations authentiques. L'ancien surintendant a quitté en 2009. Moi, j'ai pris la place en 2009. Paul était toujours là depuis 2000, bien avant 2000 même.
Paul était toujours là comme assistant au surintendant. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à rêver à faire quelque chose de différent. Donc, pour nous, l'important, c'était de revenir à cette dimension où Jésus nous dit dans la parole de faire des disciples de toutes les nations. Donc, la vraie passion de notre cœur, c'était de dire, OK, quand est-ce que ça arrête que je suis un disciple? Quand est-ce que ça arrête que je fasse des disciples? Donc, on a réalisé que dans le fond, ça n'arrêtera jamais. Le processus de disciple ou de discipleship, d'être un disciple et de faire des disciples, c'est un processus sans cesse parce que vous et moi, on n'arrivera jamais à être Jésus, dans le sens qu'on tend vers cette perfection, on tend vers Jésus-Christ et tout au long de notre vie, nous sommes un disciple qui sommes en train d'apprendre et nous formons des disciples. Donc, pour nous, cette vérité-là, de faire des disciples et d'être un disciple, c'était quelque chose de très, très important aussi. Et cela devrait se bâtir au travers des relations authentiques. Et à partir de ce moment-là, mon rêve à moi que je caressais, et je vais être transparent avec vous, en 2009, lorsque je suis arrivé, je me suis assis avec Paul Tétrault, qui est mon assistant, puis j'ai dit, Paul, mon expérience comme pasteur, non pas comme surintendant, pour avoir tenté d'aider des ouvriers dans la province qui passaient à travers des temps difficiles, pour avoir été dans toutes sortes de situations particulières avec l'ancien surintendant ou parce qu'on a une relation de proximité ensemble, il m'invitait lorsqu'il y avait des crises dans les églises et des situations particulières. Et je me souviens d'avoir dit à Paul, il faut absolument avoir quelque chose au niveau du discipleship, de la formation de disciples qui transcende les collèges bibliques, la formation théologique. C'est une dimension où on va partager l'expérience, où on va avoir une ouverture réciproque, autant le disciple que celui qui est sous. Et je vais le dire comme ça, nous, on a appelé ça le mentorat. Mais c'était bien beau le volet du mentorat, mais la réalité qu'on a fait face, c'est que les gens n'étaient pas prêts d'entrer dans une réelle forme de mentorat, c'est-à-dire d'ouverture personnelle, ouverture du cœur, etc. Donc, j'ai dû mettre le mentorat, cette dimension d'être en relation, mais en relation authentique les uns avec les autres, de côté parce qu'on a réalisé qu'on n'était pas rendu encore là. Il fallait avoir quelque chose qui amenait les gens à grandir dans leur niveau de confiance pour être capable de s'ouvrir face à ce qu'ils vivaient. Et c'est là que le coaching est arrivé et qu'il y a dû avoir un processus. Donc, on parle de 2009, 2010, on a introduit le coaching et ce n'est qu'en 2015-16 qu'on a introduit le mentorat. Paul, tu veux peut-être compléter à ce point-ci? Oui, peut-être qu'il y a des questions par rapport à l'historique. Là, je ne veux pas qu'on aille trop loin. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va continuer. Alors, au niveau de la première étape qu'on a fait vraiment avec les valeurs, l'équipe dirigeante, nos conférences du district, nos conférences sur le ministère, les apprentissages qu'on voulait communiquer lorsqu'on avait des rassemblements avec tous les ouvriers, on communiquait vraiment les valeurs, que la transparence, d'être vulnérable, de l'ouvrier en premier. Et donc, toutes ces valeurs-là ont été bâties à travers les années, à travers nos conférences, nos rassemblements. Mais au niveau individuel, pour faire des disciples, on voulait aller vers le mentorat, mais la culture de nos pasteurs, des ouvriers, n'était pas propice, comme Michel vient de dire, à aller tout de suite là. Parce qu'on a découvert que la plupart des pasteurs sont prêts à être vulnérables dans leur image, mais peut-être aller un peu plus loin au niveau du ministère parce qu'on a tous les mêmes défis dans le ministère. Le ministère, on est tous à peu près au même endroit. Il y a des bonnes saisons, des marées hautes, des marées basses, comme ça a été dit tantôt par Patrick. Donc, là, on peut être un petit peu plus vulnérable. C'est pas trop, ça n'affecte pas trop notre image. Surtout quand on est dans un contexte où est-ce que ça peut être confidentiel et où est-ce qu'on peut cheminer ensemble. Donc, la première place qu'on a dit pour changer la culture, c'était d'introduire tous les échanges au niveau d'une formation en coaching. Parce que le coaching, on l'a défini, nous, dans le district, pas comme du mentorat. Le coaching, c'est vraiment de considérer le pasteur comme étant vraiment l'expert dans sa situation. Et donc, on n'est pas là pour dire à un nouveau comment faire. Le pasteur est mature dans sa situation. Donc, le coaching était moins, comment je pourrais dire ça, pouvait pas
il y avait plus grande ouverture parce que c'était limité au ministère. Donc, comment créer une intelligence relationnelle dans le but qu'on puisse vraiment grandir à tous les niveaux, au niveau du ministère, le coaching pouvait nous amener là. Et comme vous le savez, le coaching, oui. Peut-être juste de rappeler à nos auditeurs, pour nous, on utilise des mots comme coaching et mentorat, mais on en fait une définition très personnelle. Ce que je veux dire par là, c'est que notre définition, on a réalisé lorsqu'on a visité d'autres familles d'église ou lorsqu'on parle avec d'autres personnes dans d'autres milieux chrétiens, que notre définition de coaching, elle est très particulière, dans ce sens que pour certains, ils vont utiliser le mot coaching, puis c'est presque du mentorat pour nous. Donc, on a une définition, puis Paul, c'est important que tu utilises cette définition-là de façon claire parce que notre définition de coaching s'adresse uniquement au ministère. Donc, on ne fait pas de coaching par rapport à la vie personnelle de la personne et c'était intentionnel dans notre processus. Donc, juste pour juste rajouter un petit peu un point là-dessus, Paul. Oui, puis au niveau de la définition du coaching, c'est vraiment l'idée qu'on n'est pas en train de dire à l'autre personne, comme dans le mentorat, on peut avoir l'initiative de partager nos solutions ou partager, donner une direction, être directif dans notre façon d'interagir avec un mentoré. Mais dans le coaching, pour que ça soit sécure, il n'y a aucun jugement auprès de la personne et c'est une place sécure entre deux personnes, entre le coach et celui qui se fait coacher. C'est une relation confidentielle entre deux personnes. Et dans cette confidentialité-là, il n'y a pas de jugement par rapport à n'importe quel sujet sur le ministère. C'est une place pour réfléchir à haute voix de façon libre. Il n'y a pas de jugement et de trouver des pistes de solutions, que le coaché lui-même trouve ses pistes de solutions et que le coach fait juste poser les bonnes questions et souvent avec des bonnes questions inspirées par le Saint-Esprit pour qu'il y ait une découverte et que le coaché découvre par lui-même au niveau intrinsèque là où Dieu le dirige, là où Dieu veut qu'il aille ou qu'il se développe dans tel aspect. Et le coach est juste là pour accompagner la personne pour avancer dans son plein potentiel ou dans des transitions de ministère ou dans des nouvelles solutions ou face à des blocages. Et ça aide la personne dans le ministère à juste avancer face à lui-même ou face aux autres ou face à l'organisation dans les transitions, disons, par exemple, de ministère ou débuter quelque chose de nouveau. Alors, le coaching devient très utile parce que ça devient un endroit sécure où je peux réfléchir à haute voix, arriver à un plan d'action. Et le plan d'action n'est pas déterminé par le coach, mais par celui qui est coaché. Et le coaché est redevable de ce plan d'action-là auprès de son coach parce qu'une rencontre un mois plus tard ou le temps que ça va prendre pour mettre en action le plan d'action, et il revient et il peut donner un résultat, s'il l'a fait, il ne l'a pas fait, si ça a été ajusté. Fait que dans ce contexte-là, ce qu'on a découvert, c'est que nos pasteurs étaient à l'aise là-dedans. Et ceux qui ont découvert le coaching, qui ont été formés et qui ont débuté une relation de coaching, ils ont vu que ça fonctionne. Au début, c'était comme, c'est quoi ça? Mais par la pratique, en le faisant, de plus en plus de leaders ont découvert les bénéfices du coaching et que l'accompagnement vraiment nous évite de rentrer dans des pièges ou dans des situations qui auraient été vraiment difficiles si on n'aurait pas été accompagné et aussi nous amène à accomplir notre plein potentiel ou aller plus vers le plein potentiel qu'on a dans notre ministère selon l'appel de Dieu dans nos vies. Donc, ça a été une expérience positive. On a fait ça maintenant, ça fait maintenant plus que 11 ans qu'on a le coaching. Et peut-être, on parle de à peu près entre 140 et 160 personnes maintenant qui ont passé à travers une formation de coaching et beaucoup en voient les bénéfices. Donc, nous, au début, il fallait vendre comme district l'idée du coaching parce que c'est-tu chrétien, est-ce que ça fonctionne, etc. Mais quand on le met sous vraiment le couvert, que c'est juste un accompagnement un à un, c'est une forme de dispo-là pour que tu ailles plus loin et qu'il y ait une place de réflexion, de réfléchir à haute voix et avec un plan d'action pour avancer. Donc, le coaching était pas intrusif, attaquait pas la personne, mettait pas la personne dans un état d'avoir honte ou de se sentir mal. Elle pouvait être vulnérable de ce côté-là. Et oui. Paul, tu as touché un point, puis je pense que nos frères et nos sœurs ont besoin d'entendre ça. Lorsqu'on a utilisé ce mot coaching au début, on a eu de la résistance. Il y a des gens qui disaient « Ah, c'est quoi cette affaire-là? » Puis là, on n'est pas du monde. Et pour nous, ce qui est important, et on revenait toujours là-dessus, c'est l'accompagnement.
Donc, ou faire des disciples, je reviens sur la dimension de rester focalisé sur les Écritures. Mais comment on peut expliquer le fait de faire des disciples? Donc, pour nous, un des premiers volets d'en faire des disciples, c'est de s'assurer qu'il y a un accompagnement les uns auprès des autres. Et dans cet accompagnement-là, on utilise la terminologie coaching, non pas comme les gens utilisent la terminologie, mais la définition qui nous représente, nous. Et pour nous, c'était important de faire comprendre que un mot ne devrait pas nous empêcher de faire de l'accompagnement. Donc, on a dû s'asseoir avec certains ouvriers, expliquer un peu c'était quoi notre plan derrière. Aujourd'hui, ça passe très bien. Mais on a eu, je dirais au début, quelques résistances par rapport aux mots. Donc, pour moi, ce qui n'était pas vraiment important, parce que ce qui était important, c'est ce qu'on ne faisait pas. Donc, l'accompagnement qu'on faisait mal ou qu'on ne faisait pas bien. Il fallait davantage travailler sur cette dimension-là. Donc, on a utilisé des mots pour nous aider à accomplir de façon claire ce qu'on voulait accomplir. Mais toujours dans le fait de faire des disciples. Paul, excuse si je... Non, c'est excellent. Puis je vais faire du pouce là-dessus aussi. L'accompagnement qui avait lieu, quand on faisait un sondage auprès de nos ouvriers, êtes-vous accompagné? Puis il fallait préciser la nature de l'accompagnement. Parce qu'avant qu'on puisse mettre en place le coaching, entre guillemets, avec le mot le coaching, malheureusement, mais qui explique un peu ce qu'on faisait, je vais aller un peu plus dans la définition tantôt, mais l'idée, c'est que l'accompagnement qu'on avait traditionnellement, avant qu'on mette ceci en place, c'était un pasteur, ça va mal, c'est difficile avec son comité ou un membre du comité ou une personne influente dans son église. Se retrouve à la conférence du district, rencontre un autre ouvrier d'une autre région, partagent cœur à cœur leurs difficultés. Ils s'accompagnent, ils se confient leurs problèmes, puis on va prier ensemble. Et puis là, il y a une consolation, il y a une parole d'édification, il y a c'est relâcher le fardeau de la situation de l'Église ou avec la situation avec la personne ou peu importe. Retournent dans leur Église. 6 mois plus tard, on a une autre conférence. On revient ensemble. Le même pasteur rencontre celui avec qui il y a une affinité. Ça va mal encore avec, puis là, on prie, puis tout ça. Fait que l'accompagnement qu'on avait, c'était un confident, mais c'était rien de beaucoup de plus. Fait que l'accompagnement qu'on parle, c'est un accompagnement qui est intentionnel en vue d'un changement de la situation. Et comment est-ce qu'on change une situation? Je ne peux pas changer l'autre, mais je peux changer moi. Et le coaching, c'est à propos de me changer moi pour changer mon environnement. Si moi, je change et je suis transformé dans cette situation-là et je laisse l'Esprit de Dieu me parler par rapport à mon comportement ou des nouveaux comportements que je peux avoir, explorer des nouvelles solutions moi-même, là, comment je pourrais regarder la situation différemment, agir différemment, eh bien, à ce moment-là, on change l'environnement et là, quand on revient avec notre plan d'action, avec notre coach, il y a un plan d'action, l'accompagnement est de qualité, l'accompagnement est intentionnel vers un changement, c'est pas juste partager la même rengaine de fois en fois. Donc, le coaching, pour nous, on l'a mis en 3 parties. Il y a 3 formations de base. Et la première partie, c'est vraiment pas être en mode solution et de pas toujours penser pour l'autre personne. Et dans le ministère, on est toujours dans une situation où on a les solutions pour les gens, on connaît la Bible, on doit la connaître, on partage les vérités des Écritures, on est la personne ressource, on est la personne avec les solutions, on est la personne avec les réponses. Dans le coaching, quand on est le coach, on n'a pas les réponses pour l'autre personne. Et ça, de résister à ce réflexe normal du ministère, c'est le plus gros défi là, du coaching de base, d'apprendre à ne pas réfléchir pour l'autre, que l'autre est assez intelligent, l'autre a l'Esprit de Dieu. L'autre a des compétences, il a des expériences et il peut découvrir. Et si je l'accompagne et que c'est lui qui, par lui-même, découvre et grandit dans la conversation et se rend redevable de ce que Dieu lui a montré, à ce moment-là, c'est beaucoup plus puissant au niveau pédagogique, c'est beaucoup plus puissant au niveau du changement dans sa vie que moi, je lui donne la solution, puis là, il essaie de la mettre en pratique, puis ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Donc, le coaching, c'est de ne pas penser pour l'autre et d'amener des solutions pour l'autre. Et ça, c'est le coaching de base. Le coaching avancé, c'est une fois qu'on s'est défait de ce réflexe de penser pour l'autre et d'amener des solutions pour l'autre, qui sont nos solutions à nous, et non pas laisser la personne découvrir ses propres solutions, on arrive au coaching avancé où on est capable à ce moment-là de poser des questions courageuses. Parce que comme ouvrier, on a tous des angles morts.
Il y a tous des aspects qu'on veut éviter, qu'on ne veut pas voir, qu'on est en déni. On a des réflexes, des habitudes où est-ce qu'on ne voit pas qu'on est trop centré ou obsédé par une chose et on ne voit pas l'ensemble du portrait de notre situation. Donc, le coaching avancé, c'est de poser des questions courageuses. Et on arrive dans ce coaching avancé. Et le coaching, après ça, qui est encore plus avancé de base, qu'on appelle le coaching 104 dans notre langage, c'est un coaching de vie. Donc, c'est d'avoir le narratif de tout ce que Dieu a fait dans ma vie, les personnes importantes dans ma vie, et c'est quoi le fil conducteur dans ma vie par rapport à où je dois aller et comment je dois changer et être la personne que je dois devenir en Jésus pour accomplir le plein potentiel de l'appel de Dieu dans ma vie. Donc, ça, c'est le coaching de vie qu'on appelle, là, qui est le coaching un peu plus avancé. Et ça nous permet, le coaching, dans le fond, permet d'enlever tous les faux raisonnements, de faire face à des angles morts, de permettre à la personne qui est coachée de trouver ses propres solutions, son propre cheminement pour grandir et devenir plus efficace comme leader. Et ce qu'on a expérimenté, c'est qu'est-ce qu'on est en train de dire, ça paraît beau là, en belles paroles, ce qu'on est en train de dire, mais la beauté du coaching, c'est que ça fonctionne. Quand on fait confiance au Saint-Esprit, qu'on fait confiance que l'autre personne, Dieu agit dans sa vie, qu'on est juste là pour l'accompagner de façon intentionnelle, constructive, intelligente, d'une façon intelligente de l'accompagner, bien, les résultats viennent et les changements viennent et les fruits viennent. Et à ce moment-là, les gens voient l'utilité d'être coachés. Et la beauté du coaching, c'est que le ministère, on a tous les mêmes défis dans le ministère, donc il n'y a pas d'handicap par rapport à aller dans cet endroit-là. Les gens n'ont pas trop peur d'aller là et ils voient le fruit dans leur vie. Et c'est une belle façon de s'accompagner dans le corps de Christ, s'édifier le corps de Christ les uns avec les autres, leader avec leader. Et c'est le corps qui édifie le corps. Donc, nous, notre structure au Québec, elle est gratuite au niveau du coaching. Nous, le district, on paye la formation, le formateur, toute la structure, notre engagement et les ouvriers, s'ils font la formation complète, deviennent coach certifiés, ils nous doivent 1 heure par mois de coaching gratuit auprès d'un autre ouvrier et n'importe quel ouvrier qui a fait le processus de coaching peut recevoir 1 heure de coaching par mois gratuitement. Et on est rendu à une vingtaine de coachs certifiés dans notre district. Donc, potentiellement, on peut faire 20 sessions de coaching gratuites par mois dans notre district durant toute l'année. Donc, c'est une façon d'édifier le corps, édifier le corps. Et il y en a parmi les coachs certifiés qui deviennent des coachs professionnels. Ça ne les empêche pas de développer un ministère par lequel ils vont vivre, en partie, pas complètement. Et un n'empêche pas l'autre. Mais l'idée, c'était de rendre ça gratuit. On donne la formation, on paye pour la formation, on s'investit dans les ouvriers pour que les ouvriers s'investissent les uns dans les autres. Et c'est un peu comme ça qu'on a fonctionné pour le coaching. Donc, peut-être ça serait bon que, en tout cas, Patrick, que je puisse ouvrir pour des questions parce qu'on a quand même touché beaucoup de sujets et on aimerait ça savoir un peu le feedback et les questions que ça peut susciter notre partage avec vous jusqu'à ce moment-ci. Avec plaisir, il n'y a aucun souci, hein, le format est libre, donc on peut tout à fait demander, il y a le chat pour quelques questions. Et puis, effectivement, s'il y a besoin, on peut tout à fait demander des questions-réponses avec plaisir. Est-ce que vous voulez... Par rapport à la présentation, alors, juste rappeler une historique, hein, les APDC, donc sur le Québec, ils ont eu un certain nombre de difficultés. Donc, c'est dans la conversation. Alors, je rappelle juste même ce qui s'est passé au Congrès national avec nous, hein, en France. Il y a eu 2 sessions qu'on a fait avec Dominique Moreau, notamment sur la bienveillance. Et on a eu à peu près 180 participants qui sont venus avec nous et 95% ont répondu. Donc, pareil, je rejoins ce que disait tout à l'heure Paul. 95% ont répondu la solitude au ministère et le besoin en fait d'avoir un vis-à-vis en fait pour échanger sur les pratiques. C'était il y a, je pense, 3 ans, lorsqu'on était au Congrès national au mois de mars, pardon, où on avait cette session, on avait ouvert avec Dominique Moreau sur c'était que la bienveillance. Donc voilà, on discute aussi avec Paul et Michel parce qu'en fait, comme ils sont entrés en fait dans pour eux 10 ans en avance sur nous. Du coup, c'est intéressant en fait de se rendre compte que il y a des échanges et que voilà, quelqu'un qui est passé devant nous et qui a aussi trouvé un processus de travail, on apprend aussi avec ceux qui partagent les compétences. Hein. Alors voilà, si vous avez des questions,
vous décrochez votre micro, vous mettez dans le chat et puis on va pouvoir, Michel et Paul, peut-être répondre en direct. Hein. Visiblement, c'est clair pour tout le monde. Hein. Peut-être que je peux juste compléter sur ce que Paul a mentionné tantôt. Le coaching, c'est de poser les bonnes questions. Et on s'est aperçu que, et chacun d'entre nous, on s'est aperçu de cela, Jésus était le spécialiste pour poser des questions. Et parfois même, quand on lit attentivement les questions qu'il posait, ça ne fait juste pas de sens. Que veux-tu que je fasse? Alors que c'est évident son besoin. Et il y a une raison par rapport à ça. Et je pense que parfois, comme leader et comme pasteur, on a cherché des raccourcis. Quelqu'un nous raconte leur problème et on va rapidement vers une solution au lieu de poser les bonnes questions puis d'amener la personne elle-même à faire un cheminement par rapport à ce qu'elle vit. Et ce n'est pas juste vrai par rapport aux personnes, aux croyants que nous aidons, mais c'est vrai par rapport à nous. La raison pourquoi le coaching est si efficace, c'est que le coach en question ne donne pas des pistes de solutions basées sur ses expériences, mais pose des bonnes questions pour faire réfléchir la personne. Et ce que ça produit, c'est que alors que la personne entend une question, la personne commence à réfléchir davantage sur sa situation. Et le coach revient là-dessus en disant, y a-t-il peut-être d'autres domaines ou d'autres aspects que tu n'as pas vus encore, mais qui pourraient être intéressants. Et plus qu'on va en profondeur par rapport aux questions, on s'aperçoit que le cheminement de la personne l'amène à se responsabiliser par rapport au plan d'action qu'il va prendre. Et c'est dans ce sens-là que le coaching fonctionne très bien. De notre part, notre expérience dans les derniers, on remonte à 2009, pas 2010, donc on parle d'une dizaine d'années dans le coaching, à peu près 10 ans. De ce qu'on entend des ouvriers qui étaient pas trop, moyennement ouverts, je dirais, d'autres étaient très ouverts. Nos jeunes ouvriers sont nettement ouverts à cela. Lorsqu'on parle de coaching, de mentorat, d'être accompagné, les jeunes ouvriers, et rapidement, nous, au Québec, on réalise que les jeunes ouvriers sont tellement différents des ouvriers qui sont proches de la retraite. Les ouvriers qui sont proches de la retraite sont comme des huîtres par rapport à leur vie personnelle. Les jeunes ouvriers sont déstabilisants par rapport à leur vie personnelle. On réalise même, nous, parfois, comment ils sont radicalement honnêtes par rapport à des situations. Mais en même temps, on peut travailler avec eux par rapport à ce qu'ils vivent. Et peut-être juste un peu pour clarifier ce que Paul mentionnait tantôt, de poser les bonnes questions, la raison pourquoi ça fonctionne, c'est que la personne en question chemine elle-même et en cheminant, vous savez, parfois on pense que l'information, c'est ce qui est le plus important. Ce n'est pas l'information qu'on donne à quelqu'un qui est le plus important, c'est qu'est-ce qu'il va faire avec l'information. Et si l'information nous est communiquée et on se met à réfléchir sur cette information-là et devenir intentionnel par rapport à cette information-là, c'est là que le changement se produit. Et c'est pour ça que le coaching a deux volets. Poser les bonnes questions, mais aussi amener la personne à être redevable par rapport à ce qu'elle découvre par rapport à sa situation. Merci Michel. Alors, Alors, face au blocage sur le thème du coaching, vous avez pu trouver ou inventer un mot francophone. Juste peut-être en réponse à ça, au début, c'était un handicap, le mot, mais il ne l'est pas devenu. Puis même, j'aimerais juste dire que le mot coaching est maintenant devenu crédible pour nos pasteurs qui maintenant vont coacher des situations avec les gens dans le monde séculier. C'est assez drôle parce qu'une des personnes qui a fait le coaching de base, le coaching 101, c'était le doyen de notre collège biblique. Fait que le doyen de notre collège biblique, ça, c'est arrivé il y a environ 1 an et demi. Il vient faire la formation de coaching de base et un homme d'affaires qui est en charge d'un gros centre d'achat nouveau avec le COVID qui vient de débuter, la période de COVID il y a 2 ans, c'est arrivé il y a 2 ans environ,
ils sont en contact, c'est des amis au niveau de juste fréquentation. Il sait que c'est un chrétien, etc. Le gérant n'est pas un chrétien. Et il dit, je peux-tu pratiquer le coaching avec toi face à ta situation? Et il a pratiqué le coaching avec lui. C'est un nouveau, là, le doyen, il pratique pour la première fois les méthodes de coaching avec l'homme d'affaires. Et ça fonctionne. Le plan d'affaires, son plan d'action fonctionne, il revient. Il dit, je peux avoir d'autres sessions, je peux-tu te payer? Et ça l'a ouvert la porte à l'Évangile. Donc, juste dire que le mot coaching n'est pas un handicap pour nous dans notre contexte québécois, parce que ça l'ouvre plein de portes avec des gens qui ne connaissent pas Dieu. J'étais sur le terrain de golf avec 2 joueurs de hockey. Mon champ d'évangélisation, moi, c'est l'été au Québec. C'est là que je me retrouve avec des inconvertis. Je pars tout seul, je me mets avec 3 étrangers. J'étais avec deux joueurs de hockey qui étaient dans la Ligue américaine, qui est juste avant la Ligue nationale. Un qui est maintenant va devenir une vedette. Et ils me parlent de leur situation de joueur de hockey. Et je dis, je peux-tu faire du coaching avec vous autres? Puis là, ils savent que je suis chrétien. Alors, je fais sur le terrain, là, sur le terme de départ. Et puis, ils ont trouvé ça très utile et ça a donné crédibilité à ma personne puis au fait que j'étais chrétien. Donc, le coaching peut-être peut être un handicap pour certains chrétiens qui vont voir ça d'une façon trop mondaine, mais une fois qu'on explique que c'est du dispo-là, une fois qu'on explique que c'est pour la transformation de la personne et notre définition, elle est vraiment biblique, à ce moment-là, on est la porte de coaching, en tout cas avec le monde séculier dans lequel on vit, qui est 99% des gens qui ne vont pas à l'Église, c'est une belle porte pour nos pasteurs. On a même certains pasteurs qui vont développer un ministère de coaching professionnel auprès des inconvertis. On a un pasteur au Québec qui, toute l'association de coaching professionnel du Québec sont au courant qu'il est pasteur et il y a des transformations dans la façon de penser dans le monde séculier du coaching par l'influence de notre pasteur. Donc c'est une porte ouverte. Le mot coaching peut être un handicap pour ceux qui sont fermés, qui ont peut-être un point de vue restreint, mais pour ceux qui comprennent que c'est du disciple-là, pour ceux qui comprennent que hey, ça ouvre une porte auprès de tout le monde qui nous entoure, de juste avoir une approche comme celle-là avec les gens qui nous entourent, et surtout pour les jeunes. Et le mot coaching chez les jeunes n'est pas un handicap, parce que chez les jeunes, comme Michel a dit tantôt, c'est juste « wow ». Tu ne vas pas me dire quoi faire, tu vas m'accompagner pour que je puisse grandir. J'aime ça. Et peut-être pour répondre à la question face au blocage, au tout début, il y avait de certaines personnes un blocage. Et la façon dont moi, Paul et l'équipe dirigeante, les gens qui étaient en train de mettre sur pied le programme de coaching, quand on rencontrait des gens qui avaient un blocage, c'était sensiblement les mêmes réponses qu'on donnait. Donc, on utilise un mot, on définit un mot pour notre sauce, pour nous. On l'appelle coaching pour nous aider à comprendre que le coaching n'est pas le mentorat, que le mentorat n'est pas le coaching, que les conseillers de vie ne sont pas le mentorat, etc., etc. Donc, on définissait certaines dimensions de notre disciple-là. Mais pour moi, ce qui était facilitant à l'époque avec des ouvriers qui trouvaient ça un peu plus difficile, c'est-à-dire l'ensemble des ouvriers, et j'imagine toi-même, c'est ma façon de communiquer, vous avez mentionné l'importance d'être accompagné, l'accompagnement. Donc, au lieu de voir le mot coaching, vois le mot accompagnement, puis ça va t'aider à voir si c'est bon ou pas pour toi. Puis la seule façon que tu vas savoir si c'est bon ou pas, c'est si tu le fais. Donc, c'est là que ça a désamorcé la terminologie, mais on en est venu plus à comprendre. Il y avait un ressenti important chez les ouvriers qu'ils avaient besoin d'être accompagnés dans certaines situations de leur vie. Et c'est dans ce sens-là que ça... Et maintenant, c'est vrai, comme Paul dit, je ne vois plus ou je ne sens plus de blocage par rapport à la terminologie. Je pense qu'on l'a bien défini. Merci. Alors, il y a une question qui est posée, en fait, si vous pouviez donner des exemples de bonnes questions. Mais en fait, je vous propose de rendre ça un peu ludique et en fait d'avoir un témoignage de quelqu'un qui a été coaché avec, voilà, je pense que ça sera intéressant. Quelqu'un qui a été coaché dans son ministère et comme il y a mon collègue et voisin qui est juste à côté de moi qui s'appelle Bruno Rivolec, je vais le réveiller et il va pouvoir rendre témoignage. Tu travailles. Oui, je sais bien que tu travailles. Nous aussi, mais c'est pour ça que je vais lui demander en fait s'il peut rendre témoignage de ces sessions de coaching, comment est-ce que ça a été. Comme ça, vous allez voir tout de suite comme Bruno a été
coacher en direct et que ça a produit, je dois vous rendre témoignage, comme ça vous allez voir. Alors, comment quelqu'un d'hyper classique, qui a une posture un peu vieillotte, en fait, a pu être transformé de manière concrète à l'intérieur par le coaching. Ça va être plus parlant avec un exemple. J'assume complètement tout ce que Patrick vient de dire, hein. Il n'y a aucun souci. Je suis totalement décomplexé par rapport à tout ça. Et voilà, moi, j'ai pu expérimenter avec 2 coachs différents cette expérience, une formation avec nos frères canadiens et Kevin en particulier, puisqu'on avait fait des triades avec Yann. On a vraiment super bien bossé et ça m'a permis de bien comprendre l'intérêt du coaching. Et puis avec un pasteur Assemblée de Dieu américain aussi, qui m'a aidé dans une période un peu difficile quand le mouvement a traversé les turbulences. Et je voudrais rendre ce témoignage, 2 témoignages. Un premier concernant l'exercice du ministère au sein du mouvement. De par toutes mes casquettes, pas toujours facile de prendre de la hauteur, du recul, de ne pas être abîmé par tout ce qu'on peut entendre et recevoir, et comment faire face à tout cela. Et je suis venu un peu innocemment en disant c'est génial le coaching, je vais poser des questions, ils vont me donner des réponses, je repars avec ma réponse et tout sera réglé en 3 minutes, ce sera fait, parce que j'aime bien que ça aille vite aussi. Et puis je me suis retrouvé un peu déstabilisé parce que c'est pas moi qui ai posé des questions. Ce sont les frères qui m'ont coaché qui ont posé des questions, et des questions qui n'ont pas pour objectif de nous mettre en difficulté, pour nous faire du mal ou pour mettre l'accent sur des choses douloureuses, mais plutôt pour nous aider à réfléchir, à prendre conscience que finalement, au fond de nous, il y a des ressources incroyables. Alors, j'ai découvert des capacités que j'ignorais chez moi. Et oui, il y a des réponses qu'on a en nous-mêmes mais qu'on n'ose pas ou qu'on ne peut pas sortir. Patrick l'a dit, je suis un pasteur très classique. Alors, si je suis confronté à une situation qui n'est pas classique, je vais peut-être avoir du mal. Mais par ces questions-là, on peut bien comprendre les situations et amener une réflexion qui dépasse notre cadre habituel, notre mode de réflexion habituel et dépasser vraiment nos propres limites. Et ça a été très bénéfique dans toute cette période un peu troublée qu'a traversé le mouvement pour m'aider à garder la tête sur les épaules et à continuer d'être le plus possible bénissant pour les autres. Ça, c'est une première expérience vécue dans le cadre de mes fonctions. Et puis, une deuxième expérience très forte que j'ai vécue sur l'église de Beauvais, où j'ai dit c'est intéressant cette méthode, et j'ai été confronté à un jeune couple qui m'a fait des bêtises. Et ils sont venus vers moi tout repentants, c'était déjà une bonne chose, mais ils venaient avec plein de questions et ils attendaient de moi, comme c'est classique, et je crois que Paul l'a partagé tout à l'heure, ils attendaient de moi des réponses, que je cite un verset biblique, ou un deuxième, un troisième, que je cite des tas de moyens, des outils, etc., pour qu'ils puissent solutionner par eux-mêmes leurs questions. Et j'ai pris le contre-pied de leurs attentes, et plutôt que de répondre à leurs questions, je leur ai posé des questions. Ça les a perturbés parce qu'ils venaient pour chercher les réponses, comme j'ai essayé aussi d'en avoir dans mon premier coaching. Et le fait de poser ces questions, ça a réglé en une question tous leurs problèmes. Alors que c'était un couple qui était dans une grande difficulté, tout à coup, ils ont découvert que les solutions, ils les avaient, mais qu'ils n'étaient pas capables, à cause de leur conflit, de pouvoir trouver les réponses. Et ça a été, dans l'exercice du ministère pastoral au sein de l'Église, un outil puissant pour solutionner un vrai problème de fond pour un couple. Et ça, je dois dire que ça m'a profondément marqué et étonné, parce que le couple était vraiment au bord de la séparation. Mais moi, j'étais un peu tremblant en arrivant devant eux, en disant, mais c'est la catastrophe, comment on va pouvoir se sortir de là, comment Dieu va nous aider. Et par l'excellente formation qui nous a été dispensée, j'ai appliqué simplement la méthode. Je me suis laissé aussi conduire par le Saint-Esprit pour que j'ai les bonnes questions à poser. Et ça a été pas des questions, mais une question. Et vraiment, ça m'a conforté dans cette idée que le coaching est un outil que Dieu met à notre disposition pour nous aider
à la fois pour nous-mêmes, face à des situations qu'on peut rencontrer, mais aussi pour aider les autres. Merci Bruno. C'est vrai que c'est... hop, on bascule d'ordinateur. Un grand merci Bruno pour ce témoignage. Moi, c'est vrai que j'ai été coaché. Alors, j'ouvre des pistes comme ça, je donne un témoignage perso, comme ça va vous permettre aussi à Michel et puis à Paul de réagir par rapport à ça. Là, on a parlé coaching. Alors moi, je sais que j'ai plusieurs coachs, hein. Selon les domaines de ma vie ou selon les domaines. Je vais être très honnête avec vous. En fait, si on est assemblée de Dieu, qu'on parle à un assemblée de Dieu, vous avez de la mentalité assemblée de Dieu, hein, c'est clair. Et en fait, quand vous voulez réfléchir différemment, il faut quelqu'un qui en fait a un autre regard et vous pose d'autres questions. Ce qui fait que moi, je sais qu'aujourd'hui, selon les questions, etc., j'ai des gens qui ne sont pas assemblés de Dieu qui m'aident. Dans mon travail personnel, c'est effectivement des gens qui aussi ne sont pas des gens qui sont spécialistes du domaine, mais qui du coup me posent les questions en me disant mais pourquoi tu fais ça en fait mais pourquoi tu t'imposes ça? Il y a vraiment des questions comme ça. Et je sais qu'à titre personnel, moi j'ai pas mal travaillé avec le groupe, avec les APDC, j'ai travaillé avec Pierre Bergeron, qui a vraiment été un super frangin, j'ai vraiment apprécié son regard. Et je me suis rendu compte qu'il y a un intérêt à avoir un vis-à-vis dans le service, hein, parce qu'on a des réflexes qui sont un petit peu communs. Mais on a aussi un bénéfice à avoir des gens qui ne savent pas ce qu'on vit, en fait, nous posent des questions très neutres. Comment est-ce qu'on fait le choix, en fait, quand on parle coaching comme ça? Comment on choisit son coach? Comment ça se fait la relation au démarrage? Est-ce qu'il y a un prérequis? Tu vois, je sais. Alors, moi, j'ai plein de réponses, mais je vous fais parler parce que comme ça, ça sera plus simple pour moi. Je ne sais pas lequel des deux veut parler, mais un coach. Alors, il faut un coach, il en faut plusieurs. Qui on choisit, comment on le choisit, sur quels critères on peut éventuellement choisir. Puis après, j'ai une question très politique à Michel, parce que toi, tu es le surintendant des APDC. Est-ce que vous imposez la méthode à tous les pasteurs? Comment ça se fait aujourd'hui? Voilà. Alors, je sais que je peux répondre la première partie au niveau de la structure de coaching. On a débuté avec John Kaplan, qui est venu enseigner le premier cours de base. Donc, on a fait la publicité auprès de nos ouvriers. Et suite à la formation de 2 jours, ce qu'on a encouragé les ouvriers, c'est de se mettre 2 par 2, parce que durant les 2 journées de formation, on forme des triades parce que l'apprentissage de coaching n'est pas seulement théorique. On doit assimiler la structure de coaching en dans 2 jours. Donc, la moitié du temps, c'est de l'enseignement, mais la moitié de l'autre temps qui est sur les 2 jours, c'est vraiment l'apprentissage de la structure de coaching pour être capable de le faire. Donc, le but, c'est au bout des 2 jours d'être capable de coacher quelqu'un, comme le doyen académique le fait. Alors, une fois qu'ils pratiquent avec quelqu'un, ils vont pratiquer, ils vont coacher, ils vont se faire coacher 1 fois, 3 fois, au moins 3 reprises pour au moins ce qu'ils ont assimilé sur les 2 jours puisse faire partie un peu là, de leur vécu au niveau d'une approche de coaching. Et c'est là que les gens ont commencé à se coacher. Et nous, à travers les années, on a développé un programme de certification où les ouvriers, à chaque fois qu'ils ont un défi, s'ils veulent, peuvent communiquer avec un de nos ouvriers, vont simplement sur le site web avec un code, et c'est confidentiel, ils peuvent aller chercher un coach sans que nous on le sache, et demander à un des coachs certifiés de communiquer avec eux. Évidemment, on est une famille, le district. Les ouvriers se connaissent depuis longtemps. On a des conférences. Donc, c'est toujours dans le cadre de relations, d'amitié, de confiance que je vais approcher quelqu'un et dire « Hey, tu peux-tu être mon coach? » ou « J'aimerais être coaché par toi. » Donc, l'aspect de relation fraternelle, d'avoir des relations authentiques et vulnérables est un prérequis à être coaché. Fait qu'on ne le fait pas de façon professionnelle, dans le sens d'aller chercher un professionnel payé pour un professionnel qu'on ne connaît pas. Ça se fait dans un contexte d'église, entre ouvriers, où il y a une relation de confiance, où est-ce qu'on le bâtit après une formation. Donc, on a eu, sur 10 ans, à peu près 160 personnes qui ont fait le coaching. Ces personnes-là n'ont peut-être pas fait toute la formation, mais ont développé une approche de coaching avec leurs ouvriers, avec leurs leaders dans l'église locale, ont pratiqué. Souvent, le pasteur, quand il revient après la formation, il va dire à son leader de musique ou de louange, il va dire « Hey, je peux-tu pratiquer le coaching avec toi 15 minutes? » On prend un sujet là, qui ne rend pas vulnérable, là, juste un défi que tu as comme directeur de tel ministère.
Puis j'aimerais juste pratiquer le coaching avec toi. Donc, le pasteur va prendre des initiatives avec des gens qu'il connaît, qui peut pratiquer le coaching et être coaché par quelqu'un. Donc, c'est vraiment, ça se fait de façon organique et naturelle avec. Puis souvent, quand on sort de la formation de coaching, souvent, quand on pratique la structure de coaching, on dit, une des questions à la fin, c'est comment tu vas faire pour pratiquer le coaching quand tu vas retourner à ton église locale? Donc, un plan d'action pour le coach qui sort de la formation, de dire, OK, je vais faire ça, ça, ça pour commencer à le pratiquer, puis être intentionnel avec des gens que je connais pour pratiquer le coaching. Donc, ça se fait de façon naturelle là, avec des gens qu'on connaît. Pour répondre à la question de Patrick, jusqu'à ce point-ci, on n'a pas, comme surintendant, on n'a pas forcé les gens à faire du coaching. Les gens sont libres de s'inscrire ou non dans le coaching. Je dois dire que les derniers 2 ans ont nettement aidé. On avait déjà des coachs et naturellement, au début de la pandémie, les gens qui avaient déjà été coachés ou qui avaient des... ça a été un outil incroyable par rapport à ce qu'on vient de vivre les derniers 2 ans. Les connexions étant déjà faites pour un bon nombre d'ouvriers, ces connexions-là ont continué. L'autre chose, je dirais, c'est qu'il nous reste quelques ouvriers qui sont, je dirais, pas récalcitrants, mais plutôt, ils ne voient pas l'importance et on ne l'impose pas. Cependant, il y a des situations qui arrivent dans les années par rapport au ministère. Je prends l'exemple de Paul Tétrault. Récemment, Paul a coaché un ouvrier, passé à travers une crise avec un autre ouvrier. Bon, pour lui, ça a été la dernière année où, pour la première fois de sa vie, il a pris un coach. Il a pris un coach parce qu'il y avait une tension entre 2 ouvriers. Et là, il savait que le coaching était disponible. Bon, il a contacté Paul et Paul a adressé une situation par rapport à lui. Donc, dans le cours des années, le coaching étant mis en place, même les gens qui n'en voient pas l'utilité lorsque tout à coup, ils vivent des situations eux-mêmes par rapport au ministère, par rapport à des situations dans l'Église ou peu importe, ils vont quand même frapper. Il y a des nouvelles personnes qui vont entrer dans le coaching parce qu'ils savent que les outils sont là et qu'ils sont à leur disposition et que c'est gratuit. Donc, ils vont bénéficier de ces outils-là. Mais il n'y a pas de, comment dire, à notre niveau, à nous, on ne force pas les gens à faire du coaching. On les encourage à faire du coaching. Peut-être pour répondre, parce que je vois qu'il y a donc des questions sur, donc, exemple de bonnes questions. Juste de vous dire, avant de poser des questions, il y a tout un processus. Il n'y a pas de... Je dirais que ce n'est pas la bonne question à poser de quelles sont les bonnes questions. Parce que pour nous, dans le processus du coaching, le coach doit vraiment réaliser qu'avant même de poser une question à la personne, c'est important pour lui de comprendre qu'il doit connecter avec la personne. Donc, il y a tout le volet de s'assurer qu'il y a une connexion avec la personne qui est coachée. Et il n'y a pas de comment je peux dire ça, de questions prédéterminées par rapport au coaché. C'est dans le sens que lorsqu'on va commencer la rencontre avec le coaché, bien, une des premières choses qu'on va lui dire, à part de parler de la confidentialité, etc., bien, on va lui demander de quoi veut-il parler. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas comme de bonnes questions parce qu'on ne sait pas dans quelle direction nécessairement le coach va nous amener comme coach. Mais par la suite, pour nous, ce qui est important, c'est de, avant même de répondre à une bonne question, il faut s'assurer qu'on a bien compris. Toute la dimension de la clarification va être vraiment très important avant d'arriver à poser une bonne question. Et laissez-moi vous dire, je vais vous donner un exemple qui est arrivé il y a peut-être à peu près 6 mois, 1 an. Un membre de l'Église m'appelle, où j'étais le pasteur anciennement. On m'appelle parce qu'il vit des choses avec sa conjointe. Donc, en temps normal, lorsque tu vis des choses avec ta conjointe, tu appelles ton ancien pasteur, tu vas avoir une réponse. Donc, il dit, écoute, pasteur Michel, ça va mal dans mon couple. J'aimerais ça que tu m'aides
par rapport à la situation qu'on vit. Il dit, tu sais, Pasteur Michel, moi, j'aime ma femme. Et puis, là, on commence à avoir la discussion. Puis, j'ai juste posé une question bien simple. Évidemment, avant ça, j'ai juste fait sûr c'était quoi vraiment la situation. Mais ma question, c'est dit, est-ce qu'on peut revenir à ce que tu as mentionné au tout début? Tu as dit, j'aime ma femme. Tu en quelques mots réfléchir, puis te dire, comment tu aimes ta femme? C'est quoi? Tu dis, tu aimes ta femme. Explique-moi le mot « j'aime ma femme ». Et là, il a fait une pause, puis il a dit, ben, j'aime ma femme. Je dis, OK, maintenant, dis-moi, comment tu aimes ta femme? Je dis, écoute, au lieu de me dire comment tu aimes ta femme, prends quelques jours, puis réponds-moi. Par la suite, on viendra ensemble, puis tu m'expliqueras comment tu l'aimes. Il a pris quelques jours, il est revenu, puis il dit, Pasteur Michel, voici comment j'aime ma femme. Ah, c'est super. Et déjà, par la suite, il y avait déjà les réponses à sa situation familiale parce qu'il avait pris le temps de définir pour lui, j'aime ma femme. Puis c'est une question bien simple. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que avant d'arriver à avoir des questions magiques, il n'y a pas de questions magiques pour le coacher. Il n'y a pas une question là, qui va faire. C'est plutôt un cheminement avec lui où on l'amène à voir d'une façon différente, parfois les angles différents, la situation qu'il vit, toujours dans une dimension de confiance. Paul peut sûrement compléter par rapport au volet de la question parce que c'est revenu une fois. Oui, ben, tout simplement dire que y a, dans la formation qu'on donne de coaching, on qualifie le genre de qualité de questions communes. Un élément fondamental du coaching, c'est de poser des questions ouvertes et non pas des questions fermées. Donc, la réponse ne doit pas être juste un oui et un non. Elle doit être une question qui va développer le sujet ou la situation et amener une réflexion plus profonde de la part de la personne qu'on va coacher. Donc, comme Michel l'a bien dit, il n'y a pas de questions magiques, préétablies selon la situation. Et quand on donne la formation, on amène le genre de questions ouvertes qu'on peut poser à une personne. Et c'est assez simple, comme c'est juste d'entendre. Vraiment, c'est tout les bonnes questions viennent d'un bon processus d'écoute. Donc, c'est vraiment de bien écouter la personne et de poser des questions ouvertes par rapport à la situation pour que la personne, elle, trouve ses solutions ou fait face à des réflexions qu'elle n'a pas pensées encore face à elle-même. Donc, c'est juste d'amener ces questions-là selon l'écoute qu'on va avoir avec la personne. Juste mentionner un des bienfaits du coaching, pourquoi le coaching n'est pas... Ça a pris pas beaucoup de temps là, pour que le mot coaching ne soit pas un handicap. C'est que lorsqu'on avait des conférences, quand on a été à travers les formations de coaching, on avait entre 14 et 25 personnes à chaque année qui venaient faire la formation pendant 2 jours. Ces personnes-là se retrouvent dans les congrès, les conférences après. Mais pendant 2 jours, là, tu parles juste des questions de ministère, des vraies situations que tu pratiques en coaching. Tu développes des amitiés parce que tu es en groupe de 3 à chaque fois. Donc, tu découvres des nouvelles affinités, des nouveaux amis. Puis, on parle de quoi? On parle du bien-être de l'autre. On est là pour le bien-être de l'autre, pour qu'il puisse avancer dans son ministère, dans son appel et de l'accompagner. Donc, là, quand on se retrouve dans les conférences, les premières questions qui se posent entre les ouvriers, c'est comment ça va, toi? Pas comment ça va ton Église. Puis les gens sont déjà des amis, ils ont déjà parlé de choses vulnérables face au ministère et puis se sont accompagnés. Donc, ça influence toute l'atmosphère de nos congrès, de nos conférences. C'est pour ça que le coaching, on n'a plus besoin de le vendre. C'est que les ouvriers eux-mêmes, par le bienfait des relations que ça développe, de confiance entre eux, de pouvoir être à l'écoute les uns des autres, d'être un accompagnateur les uns pour les autres, ça amène tout un nouvel esprit dans ceux qui ont participé dans le processus de se coacher l'un l'autre. J'ai une petite question en fait qui est une blague, alors je partage mon écran, mais c'est une question qu'on me pose. Je ne sais pas si vous voyez la photo. Alors, apparemment, un participant aimerait bien savoir comment on fait pour coacher des gens multicasquettes sans se prendre la tête. Oui,
c'est souvent un sujet très populaire. J'ai beaucoup de choses à faire. Comment je fais tout? C'est quoi mes priorités? Ça, c'est des questions qui arrivent souvent dans le ministère. Merci. Hein. Il y a plusieurs demandes en fait sur des choses assez précises. Alors, je ne sais pas s'il faut peut-être parler des formations qui ont été organisées. Il y a eu plusieurs sessions. Alors il y a eu plusieurs propositions hein, qui ont été portées par l'AMI avec Yann, Bruno. Il y a un micro qui s'ouvre en permanence. C'est Saïd. C'est Saïd. Est-ce que tu peux vérifier? C'est Saïd qui nous faut. C'est Saïd là, oui. On a déjà eu plusieurs sessions, mais en fait, il y a plusieurs demandes là. Est-ce qu'on pourrait avoir une idée pratique de comment ça se passe une séance de coaching? Est-ce qu'on essaye ça cet après-midi ou est-ce que vous essayez ça demain? Comment on peut faire? Demain, je pensais plus aller vers les conseillers de vie et le mentorat, mais Paul, tu veux-tu faire ça maintenant rapidement? Oui, ça ne me dérangerait pas. On peut faire une mini-session. Une mini-session de coaching avec un cobaye. Alors, est-ce qu'il y a un volontaire? Comme ça, vous allez voir en direct comment ça se passe. En fait, j'aimerais proposer quelque chose. Alors, pour démontrer que ce n'est pas nous les experts, j'aimerais que un de vous qui avez fait la formation 104 puisse me coacher. Je vais être coaché. Ah, c'est pas mal ça. Y a-t-il un volontaire? Est-ce qu'il y a un volontaire? Du coup, je vais mettre tous les noms là. Alors, ceux qui ont été coachés, là, vous reconnaissez, sinon je peux en désigner un ou deux là. Est-ce qu'il y aura des volontaires qui voudraient bien faire une session de coaching avec Paul pour montrer un peu? Je ne suis pas un client difficile, je vous le promets. Non, ouais, ça marche. Sinon, je vais désigner au hasard un couple de moulins. On sera avec vous. Hein. Mais c'est pour montrer un peu comment ça se passe. Cédric. On n'est pas là. Enfin, moi, je dois partir et Cédric est déjà parti. Désolé. Oh, non, c'est pas possible. Allez, une session de coaching avec Paul. Ils sont partis. Ils sont partis. Alors, qui veut faire? Cindy, est-ce que tu voudrais pas te lancer là? Est-ce que Yann veut me coacher? Bon, il y a Cindy qui arrive là. Elle arrive, Cindy arrive. Non, je pense que c'est quand même une meilleure idée qu'on ait Yann. Ah, mais non, on va pas se déchirer. On va le faire ensemble, monsieur. Allez, vas-y. Allez, mets ton micro, on met Cindy, vas-y. Alors, je suis le client et Cindy est la coach, c'est ça? Exactement, ouais. Allez. Ça, c'est vraiment les défis en live. Hein. Mais bon, c'est comme ça qu'on se... Alors, on va faire une version abrégée de peut-être 10 minutes, Cindy. L'introduction, tu peux la garder très courte et juste me demander mon sujet. Et à partir de là, je te laisse m'accompagner face au sujet que je vais mettre sur la table. OK, très bien. Merci Paul. Alors, pour faire une introduction courte, je vais quand même la faire, mais bienvenue, Paul, pour ce moment. Mon intérêt là, pour ce moment, pour toi, il est que eh bien, je puisse être pleinement à ta disposition et qu'au bout de ce temps, que tu puisses trouver vraiment pleinement quelque chose qui puisse t'emmener plus loin, répondre toi-même à des questionnements qui sont là et que ce moment puisse t'apporter quelque chose. Dans tous les cas, je suis soumise à ce qui est de professionnel, de privé, donc ce que tu diras restera bien sûr entre toi et moi et tous ceux qui écoutent ici, bien sûr. Et voilà, en tout cas, je suis à ta disposition pour ce moment et je t'écoute dans ce que tu aimerais partager dans ce temps-là. Merci, Cindy, pour le fait que tu es prête à m'accompagner dans mon défi ministériel.
Le sujet qui me vient à l'esprit quand je pense à une session de coaching qui serait nécessaire pour moi maintenant, hier soir, j'étais avec toute l'équipe de jeunes leaders qu'on appelle Paradox, qui est notre comité de direction pour la jeunesse au niveau de notre district du Québec. Et j'ai un leader qui est là, qui a pris la relève cette année, l'année du COVID, et il est juste là peut-être pour 1 an ou 2. Et vraiment, ça pose vraiment un défi pour moi parce que sachant qu'il est juste là temporairement pour remplir le vide de leadership au niveau de notre comité de leaders de jeunesse pour servir nos leaders de jeunesse dans la province du Québec, j'aimerais ça pouvoir réfléchir face à l'avenir. Qu'est-ce que je vais faire? Parce que je n'ai pas de réponse à mes questions là, face à l'incertitude que je peux ressentir face au fait qu'il est juste là pour 1 an, lui. Là. Ou peut-être 2. Si j'ai bien compris, Paul, tu as toi-même mis en place un leader pour la jeunesse. Est-ce que c'est bien ça? Oui, j'ai mis en place ce leader qui est venu comme une réponse à mes prières. On n'avait personne devant nous et j'ai, par un concours de circonstances où j'ai vraiment trouvé, puis lui aussi, c'était pas prévu qu'il puisse prendre la relève. C'est quelqu'un de très compétent qui est pasteur, qui vient d'implanter une église ou réimplanter une église, ça fait à peine 2 ans, puis il était prêt à donner une journée semaine pour prendre soin de nos 30 leaders jeunesse dans la province qui sont actifs. Donc, pour moi, ça a été une réponse à mes prières, mais c'est une réponse temporaire. Donc, lui, il est juste là pour 1 an ou 2. Donc, là, je suis devant l'incertitude du futur. Là. Et qu'est-ce qui te fait penser que ça va s'arrêter là? Parce qu'il me l'a dit. On s'en est parlé. On a une relation où est-ce qu'on se parle presque toutes les semaines. C'est un ami aussi. Donc, je suis au courant de ses intentions. Puis son église est une église en croissance. Il ne pourra pas tenir le phare des 2 responsabilités. Donc, puis il y a un autre projet dans son cœur là, par rapport à quelque chose d'autre qu'il va mettre sur la table. Donc, il va y avoir un autre chapeau. Les bons leaders ont toujours plusieurs chapeaux. Et lui, c'est son cas. Je suis tellement reconnaissant qu'il est là pour 1 an ou 2, mais je suis vraiment en questionnement par rapport à l'avenir de la jeunesse. Puis, j'ai pas beaucoup d'options. Et en quoi, pour toi, est-ce que c'est un problème qu'il soit là uniquement 1 an ou 2? Parce que dans l'historique de nos responsables de jeunesse au niveau provincial, on a pas trouvé de personnes qui étaient prêtes à le faire plusieurs années. On avait quelqu'un à temps plein il y a une dizaine d'années qui était à temps complet, mais le budget du district ne le permettait plus, le nombre de jeunesse ne le justifiait plus non plus. Et là, moi, j'ai mis en place, comme le président du comité, un Dream Team là, de leaders de jeunesse. C'est moi qui recrutais le Dream Team d'à peu près 10 leaders jeunesse pour assurer tous nos événements. Nos événements étaient gros. C'était les plus gros événements de jeunesse dans la province de Québec au niveau chrétien. Et on avait, c'est ça. Donc, je m'occupais de ça, mais les leaders ne restaient jamais plus que 2-3 ans parce que c'était toujours 1 jour semaine, 2 jours semaine et souvent, ils avaient d'autres chapeaux. Et les leaders de jeunesse, ça tourne. Donc, il y en a c'est un cycle à peu près 3 ou 5 ans. Et là, j'arrive dans un cycle où il n'y a pas beaucoup de renouvellement. Il y a une pénurie de leaders de jeunesse en général. Et là, je suis devant le fait là, que je n'ai pas un gros bassin dans lequel puiser là, pour avoir un leader. Puis vraiment, ma prière, c'est d'avoir quelqu'un qui va être là pour un bout de temps. Quand je t'écoute, Paul, il me semble qu'il y a en tout cas deux choses que tu relèves. Le fait qu'il y a ce leader de jeunesse que tu as mis en place et qui ne va pas rester longtemps. Et il y a aussi le fait qu'en fait, il y a une pénurie de leaders de jeunesse. Dans quelle direction est-ce que tu voudrais vraiment qu'on travaille? Est-ce que ce serait par rapport à ce leader qui ne reste pas et essayer de chercher une solution par rapport à ceci, ou plutôt de réfléchir sur le fait de cette pénurie de la jeunesse, de leaders de jeunesse? Et il y a aussi peut-être, encore je rajoute, le fait qu'il y a il y a moins de jeunesse, il y a moins de personnes, de jeunes impliqués. J'ai entendu aussi ce fait que ça a diminué. Sur quoi est-ce que vraiment tu voudrais aller?
Ta question, la dernière, m'interpelle beaucoup. Où je veux aller avec ça et surtout l'idée de la pénurie là, que tu soulèves, que j'ai mentionné, que juste l'entendre, là, ça m'aide. C'est la vision, c'est important que la vision du district, de notre surintendant et de moi depuis maintenant que je suis responsable de l'accompagnement dans le district depuis plusieurs années, on a déjà pris le tournant il y a environ 3 ans avec la jeunesse d'aller vers la formation de leaders jeunesse, s'occuper de nos leaders jeunesse, comme on le fait pour nos pasteurs principaux, d'avoir la même culture auprès de la jeunesse et dans le cercle du milieu de jeunesse. Donc, il y a 2 ans, j'ai demandé à quelqu'un de s'occuper d'un programme de mentorat de leaders pour que les nouveaux leaders puissent avoir une formation d'1 an et d'être accompagnés personnellement par un mentor pendant 1 an. Donc, le prochain leader que je cherche pour que ça soit long, que ça dure un peu et qu'il y ait une longévité, c'est vraiment de se concentrer sur le mandat. C'est de trouver un leader qui, lui, veut être celui qui va équiper les leaders, former les leaders dans un rôle de mentorat et de coach. Donc, dans le fond, il faut que je cherche et que je trouve quelqu'un dans notre bassin. Et là, ça l'ouvre le bassin un peu plus large, que ce soit quelqu'un qui a le mentorat et le coaching à cœur. Et la jeunesse, évidemment, qui a une expérience avec la jeunesse, mais j'ai vraiment besoin de quelqu'un qui va être axé juste, pas sur les événements en premier, mais sur le mentorat et le coaching. Donc, ce que j'entends, on part plus sur le fait de cette pénurie de leaders de jeunesse et il me semble que là, tu clarifies un peu plus qu'est-ce que tu rechercherais sur du long terme, cette personne capable de former, une personne capable de pouvoir aller plus loin à le faire lever des ministères. Est-ce que tu penses à quelque chose comme ça? Oui, ça me fait tout de suite penser à des gens parce qu'à travers nos formations de coaching dans les 10 dernières années, il y a plusieurs quand même, pas plusieurs, mais quand même une partie là, de jeunes adultes qui ont passé à travers la formation de coaching. Fait que j'ai quand même un bassin plus large que je pense. Ils ne sont peut-être pas actifs dans la jeunesse présentement, mais ils sont peut-être ailleurs. Mais peut-être que c'est parmi ce bassin-là qui a fait le coaching à travers les années. J'ai un bassin intéressant dans lequel je peux peut-être explorer des gens que je n'ai peut-être pas considérés dans le passé, puis mettre en lumière des gens que j'ai peut-être oubliés, qui ont fait une formation il y a 3, 4 ans, 5 ans, puis qui aujourd'hui seraient peut-être des leaders potentiels pour le futur, surtout si la direction, c'est le mentorat puis le coaching auprès des leaders jeunesse. Et où est-ce que tu pourrais retrouver ces personnes, ces noms? Est-ce qu'il y a un listing? Est-ce qu'il y a des personnes auxquelles tu peux penser et comment les rechercher? Oui, j'ai la liste de tous ceux qui ont fait la formation de coaching depuis 10 ans. J'ai accès à cette liste-là. Ça serait de repasser à travers cette liste-là, prier là-dessus s'ils sont responsables sur un pasteur senior, peut-être je me mettrais à peut-être communiquer avec eux pour la permission de communiquer avec leur leader de jeunesse pour que j'aille la conversation, explorer la conversation avec quelques leaders potentiels à partir de cette liste-là que peut-être j'ai oublié ou que je n'ai pas considéré dans le passé. Fait qu'il faut que dans la prière, de reconsidérer ces noms-là et de faire une approche auprès des leaders pour me donner plus d'options là, par rapport à trouver un leader de jeunesse. Et dans ce sens, est-ce que tu penses que c'est une voie qui serait pérenne pour le district? Qui serait quoi? Excuse? Qui serait pérenne, qui serait justement bénéfique par rapport à la problématique? Oui, je pense que oui. Honnêtement, là, en parlant à haute voix par rapport à cette solution-là, c'est qu'au lieu de chercher juste un leader de jeunesse actif, qui était ma pensée là, présentement, c'est d'aller voir ceux qui ont à cœur le coaching et le mentorat dans le passé, puis d'ouvrir l'horizon et de bâtir une nouvelle génération de leaders à partir du coaching et du mentorat. Et dans je vais un peu plus dans le concret maintenant, il nous reste, je pense, juste quelques minutes, mais dans quel timing est-ce que tu penses pouvoir retrouver cette liste, prier sur cette liste? Quel timing est-ce qu'il te faudrait? Il faut que je fasse ça, c'est en haut de ma liste. C'est avec le COVID maintenant et les restrictions, c'est le temps parfait pour le faire.
Donc, je me donne 2 mois pour regarder la liste, prier, approcher les pasteurs et avoir une réflexion. J'ai un candidat potentiel qui va peut-être me donner une réponse en mars ou avril s'il est ouvert pour le futur, qui rencontre ces exigences-là, mais c'est ma seule option. Je n'aime pas être limité avec une seule option. Je veux explorer toutes mes options parce que je ne sais pas s'ils vont me dire oui. Donc, pour moi, là, de chercher ailleurs, c'est intéressant et de voir les autres approches à d'autres personnes. Puis la personne que j'ai approchée qui me donne une réponse en mars, ça ne lui dérange pas que je cherche ailleurs. On a déjà eu la conversation. Donc, oui, ça ouvre mes horizons. Puis ça me prendrait 2 mois là, pour faire tout ça. Il faut vraiment que ça soit en haut de ma liste. Et est-ce que tu penses qu'il y a une autre personne qui pourrait t'aider à élargir cette liste? Oui, je pourrais parler avec justement le responsable présent, qui lui était responsable pendant plusieurs années d'un programme de discipola auprès des jeunes adultes. Fait qu'il y en a qui sont rendus dans la jeune trentaine, que lui était comme leader quand eux étaient dans la jeune vingtaine. Donc, il y a peut-être d'autres leaders que je ne pense pas, là, qui ne sont pas actifs dans le ministère, mais peut-être que lui connaît et qui ont un cœur pour se relancer dans le ministère. Fait que je devrais avoir une conversation avec le leader actuel. En fait, en posant la question, je n'aurais pas pensé de poser la question à lui, de dire « Hey, quand tu étais président de la formation de dispo-là, as-tu des noms dans cette gang-là que je devrais penser? » Je n'ai pas posé encore la question, puis je lui parle toutes les semaines. Donc, oui, merci, ça va être une autre avenue que je vais pouvoir explorer. OK, bien. Est-ce que si dans 2 mois, on se revoit, est-ce que ça te semble envisageable de pouvoir avoir contacté ces différentes personnes? Oui, je vais me rendre redevable à toi comme coach, que je vais faire tous ces devoirs-là, puis je vais te faire un rapport dans 2 mois de mes résultats, puis où ça m'a mené. En tout cas, merci Paul, je trouve super ce que tu fais pour le ministère et cette vision de vouloir soulever les leaders. C'est une belle chose. Merci de m'encourager. Bien joué. Ouais, bien joué Cindy, parce que comme ça, du coup, tu sais que tu vas pouvoir avoir un contact avec Paul et avoir encore une heure de session de coaching avec lui et puis la certification et au bout avec lui. Bien joué là, Cindy, là. Pas mal. Et juste dire que Cindy, tu étais très bonne et je vois que tu maîtrises la structure. Donc, juste te féliciter. Et je pense que l'exercice aujourd'hui démontre une chose. C'est pour ça que j'ai fait la démarche que ce ne soit pas moi qui coach. C'est important que tout le monde sache sur cet appel que le coaching, de coacher quelqu'un, c'est accessible à chacun de nous. Il n'y a personne qui... Si on respecte la structure, même si on n'a pas posé la bonne question, même si on a posé 3 questions fermées, même là, la personne qui se fait coacher ne le voit même pas ça. C'est juste que si on respecte le processus de coaching avec quelqu'un, ça mène toujours à quelque part. Il y a toujours un petit résultat qui nous fait avancer dans la bonne direction. Il y a toujours un sentiment de progrès qu'on peut mesurer. Donc, Cindy, merci parce que tu n'étais pas l'experte aujourd'hui. Tu m'as coaché et ça démontre à tout le monde que n'importe qui peut faire le coaching, dans le sens que moi, j'ai commencé, moi, je me rappelle, ça m'a pris 3 ans pour faire ce que tu viens de faire, Cindy. J'ai suivi la formation de base avec John Kaplan, puis avant que je sois capable de faire ce que toi, tu viens de faire, ça m'a pris 3 ans. Donc, mon apprentissage était très lent. J'ai fait une approche de coaching, mais je ne faisais pas la structure de coaching. Donc, merci Cindy, j'ai beaucoup apprécié la session que j'ai faite avec toi. Puis, peut-être tu demanderas à Yann de me poser la question, puis comment ça a été 2 mois plus tard, puis je donnerai la réponse à Yann pour toi, OK? Merci beaucoup, Paul. Super expérience. Merci. Je peux m'engager pour toi, Cindy, auprès de Paul. J'irai le chercher. Super. Merci. Juste une remarque par rapport à ça, que Cindy, elle est super. Elle a vraiment, j'ai apprécié aussi, moi, ce que tu as fait là, Cindy. C'est vraiment super. Et en fait, juste pour rebondir, en fait, spontanément, on a des conversations avec les gens. On le fait spontanément en tant que responsable, en tant que leader. On discute les uns avec les autres. Et en fait, je trouve qu'il a vraiment été un gros apport de votre travail quand vous êtes venu, quand on s'est rencontrés. C'est qu'en fait, même moi, en fait, au lieu d'être, entre guillemets, je veux dire, le directeur de l'AMI par rapport à des situations, je me place un frère qui parle à un autre frère. Et du coup, ça change le relationnel. Et en fait, on va bien plus loin. En fait, je trouve que moi, je sais qu'avec des gens de l'Église au niveau local,
je suis soit le pasteur par rapport à eux, donc je suis la hiérarchie et l'autorité dans leur tête, et en fait, je me mets un frère par rapport à toi. Du coup, quand je discute et que je pose des questions, en fait, je me rends compte que les gens, bah, on les monte en compétences parce que eux, ils prennent les décisions et ils font le travail. Et du coup, moi, c'est pas moi, c'est eux qui font le travail, qui vont du coup se positionner, tout écrire pour aller de l'avant. Et en même temps, ça les monte en compétences et je trouve que ça change la donne. Et moi, je suis pas moins le pasteur, mais en même temps, le final, tout le monde a été gagnant, quoi. Je trouve que cette posture de travail de coach, elle peut donner dans l'église locale, qui même par rapport à des frangins, moi je vois quand je suis bloqué, je dis j'ai plusieurs coachs, selon les situations, j'appelle un tel, il me donne un peu de temps, puis on réfléchit, et du coup il me pose des questions, je dis ah j'avais pas vu ça comme ça. Du coup ça m'oblige à revisiter mes certitudes, et du coup ça m'aide aussi à débloquer des situations, et c'est hyper efficace, hein. Vraiment, moi j'apprécie, super, un grand merci, hein. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres réflexions. Il est 16h37. Je vous propose, si on ne va pas plus loin, parce qu'on retrouve Paul et Michel demain sur d'autres choses, je vous propose qu'on puisse prier pour les ministères. On a parlé bienveillance, on a parlé accompagnement. Les APDC, ils ont fait un gros travail de refonte de la structure, de remettre les gens un petit peu dans certaines postures de travail. Et je pense que ça serait intéressant qu'on puisse prier peut-être pour la France, prier pour les ministères, prier pour nous, et qu'effectivement on puisse avoir un regard pour dire Seigneur, voilà, renouvelle-nous, où est-ce qu'il faut que j'aille? Il y a d'autres formations qui vont avoir lieu là sur la formation coaching, on va en faire d'autres en France pour les Français. Donc réfléchissez à ça, il y a des coachs au milieu de nous qui sont en formation, donc ça permet de remettre les choses pour aller plus loin. Président, ça va si on prie 20 minutes à peu près, on va jusqu'à 16h, je vous propose. On prie pour la France, on prie pour les ministères, il y a eu plein d'échanges qui ont été là, et prier pour ce changement de mentalité, prier pour ça. Vas-y Michel, je vois que tu veux réagir. C'est juste que moi, je dois quitter à 45 parce que mon épouse a un rendez-vous à l'hôpital aujourd'hui. Mais est-ce que je pourrais juste humblement faire une prière avant de quitter pour vous? Amen. J'aimerais vraiment que le Seigneur puisse continuer cette œuvre merveilleuse. Vous êtes des lumières là où vous êtes placés et Dieu veut faire encore plus. Il veut toucher encore plus la France, puis surtout le travail de son Église qui va le faire. On prie? Amen. Seigneur, moi, je veux te remercier pour mes frères et mes sœurs. Je te rends grâce au Éternel pour qui ils sont en toi. Je te remercie que nous sommes dans une saison où tu rassembles les aigles, mais tu les rassembles afin qu'ils fassent un impact puissant dans le monde dans lequel nous sommes. Seigneur, je te remercie de déposer dans le cœur de chacun l'importance de l'accompagnement. Seigneur, parfois on est devenus des professionnels à bien des égards, mais on a oublié l'importance de relations saines, relations profondes, relations authentiques. Et je te remercie pour le désir de mes frères et sœurs de grandir dans cela. Parce que lorsque nous sommes ensemble, nous sommes plus forts. Nous est plus fort que le je. Et je te bénis pour cela, Seigneur. Je te bénis pour cette ouverture-là. Je prie, Seigneur, que tu leur donnes cette sagesse d'en haut pour le savoir-faire, le comment faire. Les diriger par rapport à la particularité de là où ils sont en France, de leur réalité. Merci pour ton Saint-Esprit qui accompagne et qui guide et qui instruit mes frères et mes sœurs. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu es fidèle. Seigneur, nous sommes dans une saison où il y a une moisson d'âme. Tu dis, priez le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et je te rends grâce déjà pour les ouvriers qui y sont et ceux qui vont se joindre. Nous prions que ces nouveaux ouvriers qui arrivent, puissent être entourés, encouragés, équipés et, Seigneur, courageux pour avancer dans la carrière qui leur est ouverte. Seigneur, bénis la France d'une façon particulière. Seigneur, nous prions que l'Église puisse être cette lumière sur cette nation. Nous prions que l'Église puisse impacter toutes les sphères d'activité dans la France, que ce soit le milieu professionnel, que ce soit le milieu politique. Nous prions que l'Église, le message de l'Église touche les cœurs, change les vies, transforme les vies à ta ressemblance. Merci pour l'occasion que nous avons eue d'échanger fraternellement ce matin. Merci pour la présence de ton Saint-Esprit qui parle à nos cœurs. Seigneur, tu es fidèle et tu es bon, mon Dieu. Merci pour tes bontés qui se renouvellent encore en ce jour. Vraiment, viens combler tous et chacun de ta présence et de tes grâces, Père. Au nom de Jésus, j'ai prié ce matin. Amen et amen.